Bonjour à toutes et à tous. Bon, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un ex-technicien de laboratoire. J'ai fait des études de droit et j'ai changé de carrière carrément. Maintenant, je suis avocat au barreau de Casablanca. Je suis doctorant-chercheur à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Donc, je suis là pour vous présenter quelques notions de responsabilité pénale et civile du technicien de laboratoire au Maroc. C'est un sujet que je pense qu'il n'a jamais été traité auparavant par qui que ce soit. Sachant que le technicien de laboratoire, il travaille dans des conditions qui sont un peu difficiles et personne n'a pensé à responsabiliser ce technicien de laboratoire et lui donner quelques conseils. Alors, on va commencer. Notre plan va d'une définition des types de responsabilité aux obligations, aux typologies de fautes et à la fin pour les conséquences légales au manquement de ces obligations. Donc, commençons par les définitions et types de responsabilité. Il y a la responsabilité pénale, elle se réfère à l'obligation des individus. Elle se réfère à l'obligation des individus d'assumer leurs conséquences juridiques quant aux faits criminels et leur comportement. Cela inclut la capacité d'être sanctionné et poursuivi pénalement pour des actes délictueux selon la législation pénale en cours, en vigueur. Donc, la responsabilité pénale, elle a comme conséquence soit l'emprisonnement, soit l'amende ou bien l'une des deux sanctions. Le deuxième type de responsabilité, c'est la responsabilité civile. Elle se définit comme l'obligation qui incombe à une personne de réparer le préjudice causé à autrui. Donc, elle implique la preuve de trois éléments constitutifs de cette responsabilité. C'est la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments. Donc, elle a pour but, c'est de dédommager la victime essentiellement d'une façon pécuniaire. Alors, pour les obligations légales du technicien de laboratoire, elles sont de deux natures. Les premières obligations sont relatives à la tâche du technicien de laboratoire proprement dit, et le deuxième, c'est les obligations relatives à la confidentialité des informations médicales. Quant au premier volet relatif aux obligations du tâche du technicien de laboratoire, ils sont essentiellement régis par quatre textes. Le premier texte, c'est l'arrêté 2598 relatif au GBEA. Le deuxième, c'est le décret 217-535 portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé. L'arrêté pris pour l'application de ce décret. Et en fin de compte, c'est le décret 294-20 du 16 novembre 1995 relatif, ou bien pris pour l'application de la loi 03-94 relative aux dons de sang. Donc, on va commencer par chaque texte à part. Le premier, c'est l'arrêté 2598 relatif au GBEA. Il faut noter que lorsqu'on fait une étude approfondie de ce texte, normalement, il est instauré par un arrêté. L'arrêté, sa force probante, c'est un débat doctrinal, mais généralement, la Cour de cassation française ou marocaine, en France, c'est le Conseil d'État, ils ont instauré des règles et que l'arrêté est au sommet de la pyramide des lois. Donc, il est opposable aux citoyens comme le décret et comme la loi. Mais le problème pour le GBEA marocain, c'est que il est destiné au laboratoire d'analyse privé. Il n'est pas destiné au laboratoire d'analyse publique. Donc, pourquoi? Parce que c'est un arrêté qui a été pris pour l'application d'un décret, le décret relatif à l'application de la loi 1201 relatif au laboratoire privé d'analyse médicale. Donc, il n'est jamais disposé quelque part que ce GBEA, il est opposable au laboratoire public. Donc, c'est un grand problème. Donc, on peut dire que les techniciens de laboratoire du secteur public ne sont pas concernés par le GBEA marocain. Alors, le chapitre 1er, dans son 5e paragraphe relatif au personnel, il dispose que les directeurs des laboratoires sont tenus de... La première des choses, c'est de s'assurer de la bonne application des recommandations de ce guide par tout le personnel de leur laboratoire. Donc, là, la responsabilité incombe essentiellement aux biologistes de s'assurer de la bonne application de ce guide. Donc, parmi les tâches qui sont propres aux techniciens de laboratoire, c'est que
il doit avoir à sa disposition les procédures et modes opératoires correspondant à ses fonctions, ainsi que leur mise à jour éventuelle. Là, c'est un débat vraiment très complexe pour savoir est-ce que le technicien de laboratoire doit fournir lui-même les procédures et les modes opératoires, ou ils doivent être mis à sa disposition soit par le directeur de laboratoire, soit par le fournisseur du kit ou de l'automate. Mais ce qui est très important, c'est qu'il doit, ou il est tenu de respecter les recommandations présentes dans ce guide et se conformer aux dispositions, aux procédures et aux modes opératoires. Donc, le dernier alinéa, il parle de quelques obligations qui n'ont rien à voir avec la tâche du technicien de laboratoire. Seulement, il doit être propre, ni manger, ni boire, ni fumer dans les aires de manipulation. En général, le technicien de laboratoire est tenu de se conformer aux procédures et modes opératoires mises à sa disposition et de respecter toutes les recommandations du GBE. Là, on a parlé surtout pour les techniciens de laboratoire du secteur privé. Pour les techniciens de laboratoire du secteur public, vous n'êtes pas concernés de ça. Vous devez vous disposer. Allez-y. Donc, on va passer au deuxième texte. C'est le décret 2-17-535 de 2017 portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé. Ça concerne les techniciens de laboratoire du secteur public. Donc, l'article 3, là, c'est une version arabe. La version française n'a pas été publiée encore au bulletin officiel. C'est une traduction non officielle. Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé exercent sous leur responsabilité et la supervision des médecins, pharmaciens, etc. La tâche qui concerne les techniciens de laboratoire, c'est la contribution à la gestion des laboratoires d'analyse médicale. Alors là, c'est une tâche qui a été déjà attribuée aux techniciens de laboratoire par l'ancien décret relatif au statut particulier des infirmiers du ministère de la Santé, mais qui a été implicitement donné aux techniciens de laboratoire. Là, ce n'est pas implicitement, c'est explicitement. La différence entre cette tâche et les autres tâches qu'on va voir par la suite, c'est que cette tâche de technicien de laboratoire, elle engage sa responsabilité personnelle. Sous leur responsabilité. Et la supervision des biologistes. Donc, par la suite, on va voir que le biologiste est le premier responsable. Donc, la contribution à la gestion des techniciens de laboratoire, attention, les techniciens de laboratoire, vous êtes responsables de la gestion au sein du laboratoire de l'hôpital. Alors, le troisième texte, c'est l'arrêté 2150, fixant les travaux attribués aux fonctionnaires appartenant au corps interministériel des infirmiers et techniciens de santé. C'est un arrêté pris pour l'application de le précédent décret. Son article 3 aussi, il dispose que les tâches attribuées aux fonctionnaires appartenant au cadre des techniciens de santé sont définies selon les spécialités comme suit. Pour le technicien de laboratoire, effectuer les analyses de biologie médicale au sein d'un laboratoire d'analyse. Alors, le métier de technicien de laboratoire, Monsieur Mahmoud a bien compris. Le métier de technicien de laboratoire existait depuis des dizaines d'années au Maroc. On attendait ce texte avec une impatience pour déterminer les tâches relatives aux techniciens de laboratoire, et le législateur sort en fin de compte avec une phrase très spéciale: effectuer les analyses. Merci au législateur, on ne savait pas qu'on doit effectuer des analyses de biologie médicale. Donc c'est la seule tâche qui est instaurée par la loi pour les techniciens de laboratoire du secteur public. Vous devez effectuer les analyses de biologie médicale au sein d'un laboratoire. Rien d'autre. Point barre. Alors, le dernier, c'est le décret de 94-20 de 1995, pris pour l'application de la loi 34-03-94 relative aux dons, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain. Là, c'est un texte très ancien qui date de 1994. Il décrit les différentes règles qui doivent être respectées au sein du centre de transfusion sanguine, concernant le prélèvement, la transfusion, etc. Le problème de ce texte, c'est qu'il n'a responsabilisé aucune personne. Il a juste défini des règles et qu'ils doivent être appliquées par qui? On ne sait rien. Qui doit faire cela et qui doit faire ceci? Non, sachant qu'au sein du centre de transfusion, plusieurs profils sont là.
Il y a les médecins généralistes, il y a les médecins spécialistes, il y a les techniciens de labo, il y a les scientifiques, il y a les infirmiers. Qui doit faire cela et qui ne doit pas faire cela, on ne sait jamais. Donc, je pense que la responsabilité pour ce texte incombe au personnel des cas par cas selon leur décret et leur texte qui fixent leur statut et leurs tâches. Donc, ce décret, je pense qu'il est en voie d'abrogation, vu la publication de la loi 1122 relative à l'agence de sang et de ses dérivés. Elle est publiée en juillet 2023, mais elle n'est entrée en vigueur qu'en juillet dernier, juillet 2024, après la publication du décret de 23 056 pris pour l'application de certaines dispositions de cette loi. Il y a d'autres décrets qui vont être publiés par la suite, et je pense que ce décret, il va être abrogé par la suite. Passons maintenant aux obligations relatives à la confidentialité des informations médicales. Ces obligations sont régies par deux textes. Le premier, c'est le GBEA, et le deuxième, c'est la loi 0922 relative au métier de la santé. Le premier concerne les techniciens de laboratoire du secteur privé, et le deuxième, les techniciens du secteur public. Alors, le GBEA, dans le chapitre 5, le premier chapitre et le 5e paragraphe, il dispose que tout le personnel est tenu au secret professionnel. Il ne peut être délié de cette obligation qu'en vertu de la loi. Cette deuxième phrase, on va la voir après pour les exceptions à cette obligation. Pour les techniciens de laboratoire du secteur public, cette obligation est régie par la loi 0922 qui dispose dans son article 4, là aussi c'est une version arabe, la version française n'a pas été publiée encore. Donc l'article 4 dispose que les professionnels de santé jouissent de la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, dans les limites et domaines garantis par la Constitution et dans le respect du secret professionnel. Là, c'est des mots très grands. Ainsi, l'article 12, il dispose que les professionnels de santé sont tenus au devoir de réserve. Ce devoir, ce fameux devoir de réserve, c'est une responsabilité qui a été pesée lourdement sur le personnel de santé. Je ne sais pas ce que ça va être les conséquences de cette obligation. Malheureusement, on n'a pas le temps de bien détailler et de donner plus d'informations sur cette obligation. Peut-être dans une autre occasion, on va traiter de cette obligation. Donc, ils sont également tenus au secret professionnel pour tout acte, fait, information ou document dont ils ont eu connaissance pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le tout conformément aux dispositions de la loi 0809. Alors, quand j'étais technicien de laboratoire, j'ai jamais fait attention à ces obligations. J'ai jamais fait attention à l'obligation du secret professionnel. Les résultats des patients sont partis ou dispatchés au niveau de service, dans les couloirs, alors que ce sont des données confidentielles des patients et qu'on est responsable de la divulgation de ces informations. Alors, les typologies des fautes engageant la responsabilité du technicien de laboratoire. Le premier type de faute, ce sont les fautes par omission. L'omission consiste en une abstention de faire quelque chose, malgré le fait qu'il s'agisse d'un acte négatif, il peut quand même engager la responsabilité de son auteur. L'exemple d'une faute par omission, c'est de ne pas signaler un résultat anormal mettant en jeu la vie du patient pendant la garde. C'est une extrême urgence, la vie du patient elle est mise en jeu, un résultat aberrant extrêmement anormal, il doit être signalé dans les délais. Le deuxième type, c'est la faute par commission. Les fautes par commission se divisent en deux types. Le premier, c'est la faute intentionnelle et le deuxième, c'est la faute par négligence ou inconscience. L'exemple d'une faute intentionnelle, c'est le fait de fournir un résultat sans pratiquer l'acte, falsification de la signature du biologiste, signer un compte-rendu à la place du biologiste. Attention, tout le temps, on signe des résultats. On n'a pas le droit. Les fautes par négligence ou inconscience, l'exemple, c'est le rendu d'un résultat non validé biologiquement pendant les heures d'égal ou sans mention de réserve relative à la validation biologique pendant la garde. Ou encore le fait de commenter un résultat. Le commentaire des résultats, on le fait tout le temps. Monsieur le Marais, combien de fois vous avez commenté un résultat? Moi aussi.
Alors, le commentaire des résultats, c'est de la tâche exclusive réservée aux biologistes. Il ne faut jamais faire ça. Donc, les conséquences légales du manquement du technicien de laboratoire à ses obligations, elles sont de deux types, selon le type de manquement. Le manquement aux obligations techniques et le manquement à l'obligation relative au secret professionnel. Donc, le manquement aux obligations techniques, il faut noter que le technicien de laboratoire travaille toujours sous la responsabilité du biologiste. De ce fait, le biologiste est le premier responsable vis-à-vis de la loi d'un résultat erroné en raison de l'obligation de validation biologique, l'obligation de signature de résultat et de l'obligation de s'assurer de la bonne application des règles et des recommandations du GBEA marocain. Alors, là, on va se poser la question, quand est-ce que la responsabilité du technicien de laboratoire, elle est engagée? Elle est engagée en cas de faute grave. Les fautes graves, on a déjà parlé de ces types. Que ce soit la faute par omission ou par commission, elle engage la responsabilité du technicien de laboratoire et on va voir les conséquences de ce manquement. Alors, la faute qu'elle soit par omission intentionnelle ou par négligence, elle engage la responsabilité du technicien de laboratoire. La faute par omission, elle est sanctionnée par l'article 431 du Code pénal. La faute intentionnelle sanctionnée par les articles 400, 401 et 392 du Code pénal. Et la faute par négligence ou inconscience, elle est sanctionnée par les articles 432 et 433 du Code pénal. On va essayer de voir ces textes un par un. La faute par omission, l'article 431 du Code pénal, il fait référence à l'abstention de porter à une personne en péril l'assistance. Elle est sanctionnée par l'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 2000 à 10 000 dirhams. C'est le simple fait de ne pas signaler un résultat anormal pendant la garde. L'Hajj, vous êtes en retraite. Et un de démission, pas grave. Alors, la faute intentionnelle, elle est régie par l'article 400 du Code pénal qui traite des ITT inférieurs à 20 jours. La peine est l'emprisonnement de 1 mois à 1 an et une amende de 200 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. L'article 401, lorsque l'ITT est supérieur à 20 jours, la sanction est l'emprisonnement de 1 an à 3 ans et une amende de 200 à 1000 dirhams. L'article 392, c'est carrément le décès du patient. L'ITT, c'est l'invalidité temporaire, excusez-moi, l'invalidité de travail temporaire. L'invalidité de travail temporaire. Donc l'article 392, qu'il parle du cas du décès, la sanction, c'est la réclusion perpétuelle. Alors, je pense que j'ai dit l'ITT parce que je pense que je suis avec des experts, parce que les experts médicaux, ils parlent toujours ITT, IPP, c'est connu. L'ITT, c'est l'invalidité temporaire de travail, l'IPP, c'est l'invalidité partielle permanente. De la victime, bien sûr, on parle toujours de la victime. Alors, en plus de cette peine, le coupable peut être poursuivi pour faux et usage de faux lorsque la faute résulte d'une falsification d'un résultat ou d'imitation de la signature du biologiste sur le compte rendu ou tout autre acte en relation avec la falsification. La faute par négligence ou par inconscience, elle est régie par deux textes. Le premier, c'est l'article 433. Lorsque l'ITT est supérieur à 6 jours, inférieur à 6 jours, ce n'est pas sanctionnable. Supérieur à 6 jours, la peine, c'est l'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et une amende de 200 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines. L'article 432, c'est le cas de décès de la victime. C'est l'emprisonnement est de 3 mois à 5 ans et une amende de 250 à 1000 dirhams. Alors, on passe maintenant aux obligations relatives au secret professionnel. Elles sont sanctionnées par l'article 446 alinéa 1 du Code pénal, qui dispose que les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toute autre personne dépositaire, par état ou profession, par fonction permanente ou temporaire,
des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à porter dénonciateurs, on va les voir dans la diapositive suivante, ont révélé ces secrets, sont punis de l'emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende de 1200 à 20 000 dirhams. C'est le fait de laisser un résultat qui traîne dans les couloirs, c'est c'est 1 mois à 6 mois d'emprisonnement. Alors, les exceptions au devoir du respect du secret professionnel, ils sont régis par l'article 446, alinéa 3 et 4 du Code pénal. Alors, toutefois, les personnes énumérées ci-dessus, qu'on a déjà parlé, les médecins, pharmaciens ou toute autre personne dépositaire, alors, n'encourent pas les peines prévues à la ligne précédente, c'est de 1 an, 1 mois et 6 mois d'emprisonnement, lorsque, sans y être tenues, elles dénoncent les avortements dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leur fonction, et lorsqu'elles dénoncent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux ou les actes de mauvais traitement ou de privation perpétrés relatifs aux femmes et aux enfants. D'autres exceptions qu'elles restent toujours au pouvoir discrétionnaire du juge, c'est l'exemple d'apporter des preuves de l'innocence d'une personne poursuivie en justice ou de déclarer nominativement des maladies contagieuses. Là, ce sont des exceptions qui restent toujours au pouvoir discrétionnaire du juge. Alors, la victime, elle peut porter son action soit devant le juge pénal, soit devant le juge civil. L'action portée devant le juge pénal, elle a comme sanction, peut donner lieu à une sanction pénale et un dédommagement civil à la fois, les deux. Alors que l'action portée devant le juge civil, elle ne donne droit qu'à un dédommagement civil, comme j'ai dit, pécuniaire. Alors, avant de finir ma présentation, j'ai à rappeler aux biologistes, s'il y a quelques-uns parmi nous, un arrêt très récent de la Cour de cassation qui date du 10/1/2022, dossier civil 9734 sur 2019. Alors, il a instauré, cet arrêté, il a instauré une règle très importante pour la biologie médicale et pour les biologistes plus spécialement. Alors, l'obligation auparavant des biologistes privé-public. Alors, bien avant, le biologiste était tenu à une obligation de moyens, sauf dans quelques cas bien déterminés, lorsqu'il s'engage à fournir un résultat bien précis, etc. C'est le cas des groupages, etc. Il était tenu d'une obligation de moyens. C'est qu'il doit prouver qu'il a exploité les moyens mis à sa disposition pour rendre ce résultat. Là, sa responsabilité, elle est limitée. Alors cet arrêt, il a responsabilisé les biologistes et ils ont donné une obligation de résultat. Il faut fournir un bon résultat. Alors le médecin biologiste est tenu par une obligation de résultat puisque sa mission consiste à fournir des résultats d'analyse biologique exacts et précis sur la base desquels il est déterminé le type de protocole thérapeutique approprié pour le patient. Là, c'est un arrêt de la Cour de cassation, c'est une jurisprudence très étrange, même en droit comparé. Et en France, le biologiste, il est toujours tenu par une obligation de moyens, sauf dans quelques cas bien précis que j'ai déjà cités. Mais au Maroc, maintenant, le biologiste, il est tenu par une obligation de résultat. Il doit fournir un résultat exact. Oh, il ne doit pas travailler, exactement. Vous n'avez pas les moyens, fermez les portes. Là, c'est un arrêt très récent de 2022. L'action était portée devant les tribunaux de Casablanca et concernait une analyse de génotypage de l'hépatite C. Il y avait une erreur de génotypage. Alors, le jugement était une indemnisation de 400 000 dirhams à la victime par le laboratoire. Voilà. En conclusion, il faut dire que le technicien de laboratoire réalise toujours ses tâches sous la responsabilité du biologiste et sous la supervision et son contrôle. La responsabilité du technicien de laboratoire n'est engagée qu'en cas de faute grave prouvée par le biologiste qui nie sa responsabilité personnelle. Quelques recommandations aux techniciens de laboratoire. Celui-ci, il doit se limiter aux tâches qui lui sont attribuées par la loi. Il ne doit pas dépasser ses limites et
et se substituer au biologiste dans la réalisation de ces tâches, ne jamais rendre un résultat pendant la garde sans mention spéciale à la validation biologique et ne jamais commenter des résultats d'analyse. Ayez toujours le réflexe de signaler tout résultat anormal pouvant mettre en jeu la vie du patient. Et je vous remercie pour votre attention.